On est donc sur la deuxième partie de cette matinée. Arnaud, tu nous l'as présenté tout à l'heure. Donc, je te relaisse la main. Je rappelle quand même aux participants que sur cette session, bien sûr, vous pourrez poser toutes vos questions, comme tout à l'heure, grâce au module Q et R qui est en bas de votre écran. Arnaud et tout. Merci Christophe. Donc là, on va appeler à la barre, si je peux me permettre, Stéphane Picol de Quimperlé Communauté, Christophe Magnès de Lacroix-Saufrel et Ludovic Pertuisel, également de Lacroix-Saufrel, pour discuter et débattre avec nous sur cette question de la mesure du chemin de vie de l'information, excusez-moi. Donc, que l'on avait nommé de la mesure à l'action des réseaux d'eau connectés et cybersécurisés. Est-ce que, messieurs, vous êtes avec nous? Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Bonjour Ludovic. Je vais profiter de ce petit moment de réglage technique pour présenter les intervenants et présenter le déroulement de cet atelier débat. Donc, l'atelier débat va se dérouler en deux temps. Le premier temps, ça va être une explication et un débat entre les intervenants sur le sujet. Puis, on aura une session de questions-réponses à la fin. Donc, ce que je vous invite à faire pendant les débats, c'est de poser vos questions dans le module de questions-réponses que vous a présenté Christophe tout à l'heure. Et ces questions-réponses, on va les traiter à la fin de notre discussion pour nous laisser le temps de dérouler ce dont on a préparé avec les intervenants. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Picol, qui est le responsable de la production d'eau potable à Quimperlé Communauté. Merci Stéphane de prendre le temps d'être avec nous ce matin et d'avoir participé activement à la préparation de cette matinale. Également avec nous, Ludovic Pertuisel, qui est Product Manager Smart Water chez Lacroix-Saufrel, et Christophe Magnès. Si on a réussi à retrouver le micro et que vous avez retrouvé la parole, vous êtes responsable produit IoT, marché de l'eau chez Lacroix-Saufrel. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christophe. Merci Christophe Jurado de ton appui technique. J'ai une question concernant les présentations que vous allez voir ce matin. Toutes ces présentations sont en téléchargement libre après la matinale de l'eau. Donc, vous aurez les liens au travers du groupe Co, évidemment, au travers du site monreseaudeau.fr et au travers des réseaux sociaux que l'on diffusera les liens. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ça. Messieurs, pour revenir au sujet des objets connectés, de la mesure à l'action des réseaux d'eau connectés et cybersécurisés. Avant peut-être de parler de ce sujet, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu où sont les objets connectés sur un réseau d'eau? Et là, je m'adresse plus particulièrement à notre spécialiste parmi nous, Stéphane, qui êtes, vous, au cœur du sujet, puisque vous, en tant que responsable de production d'eau, les objets connectés, c'est du quotidien chez vous. Effectivement, c'est du quotidien. Alors, les objets connectés, jusqu'à maintenant, étaient en règle générale sur nos sites de production et de stockage. Et de plus en plus, on met des capteurs donc plus au plus près du réseau afin de surveiller un petit peu tout ce qui peut s'y passer et particulièrement sur les réseaux d'eau potable. Parce que sur une collectivité comme Quimperlé, ça représente 1500 km de réseau et on peut bien comprendre qu'on ne peut pas aller faire du diagnostic en permanence et très régulier sur l'ensemble de ce réseau-là. Et elle se caractérise comment si vous deviez prendre 2-3 exemples? Des compteurs de sectorisation, par exemple, on couvre sur nos 1500 km de réseau, ça représente une centaine de compteurs et de débitmètres de sectorisation qui nous renvoient des données sur des pas de 5 minutes, 3 fois par jour sur nos installations. Et ces capteurs remontent
Donc on en parlera probablement un peu plus tard sur nos supervisions et sur les divers intervenants sur du réseau, les diverses équipes du réseau. Ouais. Est-ce que vous avez des instruments dans les réservoirs, dans les châteaux d'eau, pour mesurer le niveau? Est-ce que tout est connecté chez vous? Alors, les capteurs ne sont pas forcément connectés, mais sur l'ensemble de nos sites de production et de stockage, on a des équipements de télégestion. En l'occurrence, aujourd'hui, des équipements Sofrel, des S500 et des S4W, sur lesquels tous les capteurs sont comment dire, raccordés. D'accord, ok. Et pour vous, une petite question personnelle, quel est l'objet connecté dans le monde de l'eau qui vous a le plus marqué? Ou qui vous marque le plus, en fait, qui change votre vie? Il n'y en a pas vraiment ils ont un peu tous changé notre vie. Comment dire, avec l'apparition en plus des réseaux IP et donc la communication en temps réel ou en quasi temps réel nous simplifie grandement la tâche. Mais tous les équipements connectés aujourd'hui qu'on installe sur les réseaux et sur les installations nous changent la vie au quotidien. Ok. Je m'adresse maintenant à Christophe. Christophe, vous êtes le spécialiste produit, on l'a dit en préambule. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu le chemin de vie de l'information, puisque on commence par la mesure? Et on commence par la mesure. Alors avant de démarrer sur ce point-là, je voudrais quand même mettre en avant et introduire quelques notions qu'on entend souvent parler, et entre autres ce qu'on a vu sur la page précédente, qui sont les réseaux connectés. Les réseaux, en tout cas les réseaux d'eau connectés à des réseaux de télécommunications, le principe c'est d'avoir des objets connectés qui puissent transmettre donc de la mesure qui est effectuée sur le réseau, l'ouvrage ou sur un site. On transmet cette information vers un poste local ou à une supervision. Voilà, c'est déjà le principe du réseau connecté. Et ensuite, il y a la deuxième notion qui apparaît, c'est le réseau d'eau intelligent. Là, on va au-delà du simple calcul. Là, le principe, c'est d'analyser, l'objectif, c'est d'analyser, d'interpréter, voire même d'anticiper certains événements. Et donc, pour faire ce réseau connecté et intelligent, effectivement, il y a toute une chaîne qui va de la mesure jusqu'à la transmission, jusqu'à l'action au niveau de la donnée. Alors, il y a différentes phases. Ce que je vais aborder ici, évidemment, ces deux grandes phases sont évidentes pour tout le monde, mais ça permet d'avoir un chemin un peu tracé et de lister et de pouvoir en discuter. En fait, chaque phase a son rôle, ses caractéristiques et son importance. Donc, la première phase, qui est évidemment la phase de mesure elle-même, parce que l'objectif ici, c'est de prendre généralement une grandeur physico-chimique représentative de ce que l'on souhaite relever. Et il faut bien avoir en tête ce qu'on souhaite exploiter derrière. Quel est l'intérêt de la mesure? Si c'est une mesure pour faire une mesure, souvent, ça n'a pas grand intérêt. Le but, c'est vraiment de trouver la mesure qui est représentative du secteur, de l'ouvrage, du process, quand on parle d'une station de traitement, par exemple. Alors, il y a différents types de mesures, il y a différents types de grandeur. On parle souvent de débit, on parle souvent de pression, on parle de qualité. Et puis, pour faire cette mesure-là, il y a différents types de capteurs ou d'équipements de contrôle et de différentes technologies. On peut parler de technologie radar, on peut parler de technologie ultrason, de technologie piezo. Le premier point, c'est la mesure. Et ce qui est important aussi de noter, on en reparlera encore un petit peu après, c'est le positionnement de cette mesure, qui doit lui aussi être pertinent et représentatif de ce que l'on souhaite faire par rapport à notre process. Donc soit sur le réseau lui-même ou soit sur un ouvrage par rapport à ce qu'on souhaite en tirer derrière. Donc c'est vraiment la véracité par rapport à l'objectif. Une fois qu'on a cette mesure, on a l'étape suivante qui est l'acquisition. Alors, elle peut être intégrée. On peut avoir des capteurs qui font cette acquisition et qui deviennent directement communicants, mais on peut avoir aussi un espèce d'élément intermédiaire, comme un data logger, par exemple, qui, lui, gère cette acquisition. Et l'objectif ici, c'est la lecture et l'enregistrement de la donnée que l'on a collectée auparavant. Et le principe, c'est une lecture et un enregistrement sans déformation. C'est vraiment une recopie de ce que l'on mesurait, on a relevé ou collecté auparavant.
et voire même enrichi. Le principe de cette acquisition, c'est de pouvoir enrichir, par exemple, faire un eurodatage, pas uniquement une valeur courante, mais pouvoir lui rajouter, estampiller avec une date et une heure. Ce qui est l'objectif, je dirais, d'un monitoring de réseau ou d'ouvrage pour une exploitation qui peut être immédiate ou potentiellement différée. Donc, comme je disais, il y a différents types d'acquisitions. Elles peuvent intégrer directement au capteur ou par une liaison filaire ou non, d'ailleurs, hein, à un data logger, on a cette acquisition qui est faite. Ensuite, l'étape suivante, effectivement, c'est le traitement. Alors, le traitement de la donnée, soit pour un traitement local, soit pour un traitement un peu déporté, mais il y a une première phase de traitement. Il y a différents types de traitements. Les plus courants sont par exemple la conversion d'une impulsion d'un compteur d'eau. Les calculs de moyenne, par exemple, hein, sont des types de traitements. On a aussi les comparaisons à des seuils. Voilà, on peut avoir des tables de conversion, hauteur débit, voilà le type de traitement. Et ce que l'on voit, c'est que ce traitement, il a une tendance, on passe du traitement à l'analyse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ces données-là, on va arriver à faire de l'interprétation, on va commencer à faire de l'interprétation pour en déduire quoi? Différentes actions, déjà en local, hein. C'est la première qui est l'action corrective. Par exemple, je mesure un niveau et ben, je dois mettre en route une pompe. Donc là, c'est assez, évident et rapide. Peut avoir aussi des actions préventives, comme par exemple, le diagnostic de la pile pour dire: «Bah, voilà, il reste, 2 jours d'autonomie, prévoyez de venir, me changer, bientôt». Et puis on rentre dans l'ère, des réseaux intelligents avec du prédictif. Là pour ça généralement on ajoute des données extérieures type météo par exemple, et là on peut être dans l'anticipation, d'événements ou de comportements du réseau, de l'ouvrage ou du process. Alors aujourd'hui le traitement, il est simple, je dirais simple en local, hein, il peut être un peu plus, important, en déporté, ou dès qu'on a une énergie, disponible, énergie électrique, on a sur les postes locaux, par exemple, on peut avoir une intelligence qui est un peu plus, forte en comparaison à Datalogger. Mais on va évidemment vers une intelligence, un peu plus poussée, pour faire de l'anticipation et du prédictif. Et une fois qu'on a fait, la mesure, l'acquisition et le traitement, donc la mise en forme, de toutes ces, données, on arrive à la partie transmission. Alors la transmission, on est un petit peu tributaire aujourd'hui des évolutions, du réseau, télécom, puisque c'est principalement ce qui nous pousse. Alors on a des transmissions, pour une exploitation locale, et des transmissions pour une exploitation, distante. Alors en local, on a ce qu'on appelle de l'intersite, c'est-à-dire que l'information peut venir d'un point pour aller sur un autre point pour une action, mais aussi l'information peut remonter vers le cloud pour une gestion un peu plus globale et redescendre sur les différents organes de pilotage. On a différents types de transmission, différents protocoles, qu'ils soient IP ou non, sécurisés ou cybersécurisés. Ce sera l'objet de la présentation de mon collègue juste après. Et puis, il ne faut pas oublier de rajouter aussi cette notion de réussite de la transmission. C'est pas la peine d'avoir une mesure correctement effectuée, une bonne acquisition, un bon traitement, si derrière la transmission n'est pas fiable et on n'est pas sûr d'arriver, à l'objectif et d'apporter cette information, à l'endroit, à la destination. Et une fois qu'on a fait cette transmission, on a l'étape ultime qui est, évidemment l'action. Donc comme je le disais, on peut avoir une action ponctuelle, par exemple une régulation de vanne, à l'endroit où se trouve la collecte de la data. On peut avoir une action plutôt locale avec une transmission, transversale en intersite, et ensuite on peut avoir une exploitation, une action plutôt distante et plutôt globale, dès qu'on remonte l'information sur le cloud ou sur un système de supervision. Voilà un peu le chemin de vie de l'information. C'est assez évident, mais chaque phase, comme je le disais en introduction, a son importance, son rôle, et ses propres caractéristiques. Et aujourd'hui, pour pouvoir faire des réseaux connectés et intelligents sur des transmissions verticales, transversales, directionnelles ou mono ou bidirectionnelles, voilà, tous ces points sont importants à prendre en compte et à faire évoluer, pour être sûr que la data arrive, au bon endroit et dans les bonnes conditions. À ça s'ajoutent quand même certains points de vigilance.
J'attendais le mouvement. Évidemment, il y a le choix. Il y a le choix, comme indiqué, il s'agissait de faire le bon choix de la représentativité de ce que l'on souhaite exploiter, que ce soit un réseau, un ouvrage ou un process. Parce qu'on ne parle pas uniquement que des data loggers sur un process, sur un réseau d'eau propre ou d'eau usée d'ailleurs, mais on parle aussi d'un ouvrage ou d'une station. On peut parler d'une station de traitement. Il faut bien faire le bon choix de la mesure à relever et dans quel but on souhaite l'utiliser. La pertinence, c'est directement lié évidemment au choix selon l'objectif. Je vais prendre un exemple, la mesure de la qualité. On peut décider de faire une mesure de qualité, mais si on ne choisit pas la bonne grandeur, on risque de se perdre et de ne pas pouvoir exploiter correctement cette information. Faire une mesure de qualité, c'est quelle est la grandeur, quelle est l'exploitation derrière? Est-ce qu'on parle de turbidité? Est-ce qu'on parle de chlore? Est-ce que c'est pour l'impact du public ou est-ce que c'est pour l'environnement? Voilà. Donc pour ça, c'est important d'avoir le bon choix et la donnée, et la pertinence du choix de l'information relevée. Et puis un point qui est important aussi, c'est la mesure, au-delà de sa pertinence, ne doit pas modifier non plus le processus. Pour l'exemple des déversoirs d'orage qui peuvent être modifiés pour pouvoir faire des mesures de hauteur, non seulement l'ouvrage ne fait plus sa fonction, mais en plus la donnée que l'on collecte n'est plus bonne non plus. Donc il y a aussi cet effet de bord qu'il faut absolument tenir compte. Et puis, la validité, évidemment, on parle aussi de fiabilisation, soit à l'instant T ou soit dans le temps. Cette notion de fiabilité peut s'accompagner d'une notion de diagnostic, que ce soit un diagnostic humain lors de la relevée ou lors de l'exploitation des données, ou d'un relevé ou d'un diagnostic automatique. Et j'entends par là, par exemple, accompagner la donnée de la mesure jusqu'à son action par une information de type cette donnée qui transite est viable parce que le capteur est en bon fonctionnement, parce que la transmission est arrivée à destination, parce que son traitement a été fait correctement, et ainsi de suite. Donc on peut avoir ce cheminement d'un point de vue plutôt automatique, mais on peut avoir aussi un cheminement humain par une intervention et par une surveillance au quotidien. Voilà, D'ailleurs, globalement, c'est évident, mais voilà, globalement, les différentes phases importantes de la mesure jusqu'à l'exploitation des données. Oui, Arnaud. oui, on préparait, lors de la préparation de cette intervention, on a utilisé une maxime qui était de dire la confiance n'empêche pas le contrôle. Et Stéphane, je me tourne vers vous pour justement comment vous appréhendez ce chemin de vie de l'information, comment vous contrôlez les choses, vous, de votre côté. Alors, on distingue deux types de contrôle et deux fréquences de contrôle. Sur nos installations de production et de stockage, on est sur un suivi en temps réel des données, puisqu'on est sur du réseau IP avec une interrogation toutes les 30 secondes. Et je reviens un petit peu à ce que disait Christophe tout à l'heure, ça nous permet d'anticiper les dysfonctionnements. Précédemment, on était sur un contrôle et sur une action sur des seuils. Je prends l'exemple d'une mesure de niveau. Quand on avait un niveau dans un château d'eau qui descendait en dessous d'un certain seuil, on agissait et on envoyait une alarme et on prévenait les opérateurs. Mais parce qu'on avait une transmission et une disponibilité de la donnée qui était au dysfonctionnement, donc à l'atteinte du seuil. Aujourd'hui, avec les communications IP, les capteurs connectés et les postes locaux, on est sur une donnée quasi en temps réel et qui nous permet, par l'affichage de tendance, de voir une tendance, une augmentation de la vitesse de baisse de niveau du château d'eau et de voir la fuite avant avant d'atteindre le seuil et donc de gagner en temps de réaction et en temps pour corriger. Et voilà, on anticipe. Alors, le problème est là, mais on n'attend pas que la conséquence soit trop importante pour pouvoir intervenir. Donc ça, on commence à le faire et on l'a bien fait sur les réservoirs et les usines de production. Sur ces postes-là, on est sur un passage hebdomadaire physique d'un agent pour vérifier que tout va bien, pour vérifier que les capteurs donnent les bonnes valeurs, etc.
c'est relativement critique pour nous. Donc là, on garde un passage hebdomadaire. Après, pour tout ce qui est des réseaux, comme on commence à déployer des compteurs et des débitmètres de sectorisation, comment dire, on imagine bien qu'on ne peut pas passer tous les jours ou toutes les semaines sur les 100 ou 150 compteurs de sectorisation présents sur la collectivité, sur notre collectivité qui est une collectivité somme toute relativement petite puisque c'est à peu près 55 000 habitants. Et donc là, effectivement, on s'appuie sur les outils de diagnostic intégrés au data logger, sur les batteries, sur la validité de la communication, le fait qu'on reçoive bien les données. Et comme on a un archivage, on peut contrôler les données du jour avec les données des jours suivants assez facilement, des jours précédents, pardon, assez facilement. Et donc là, on n'intervient que sur dysfonctionnement, sur les compteurs de sectorisation. D'accord. Okay. Donc là, on voit sur les valeurs qui sont anormales. Et à ce moment-là, on va intervenir sur place. Ok. Bon, bah merci. Je note, et on va faire la transition avec l'aspect cybersécurité. Vous avez tous les deux parlé de protocole de communication par Internet, donc l'IP, qui est aujourd'hui une obligation puisque les réseaux RTC vont disparaître, les réseaux cuivrés. Se pose donc la question des bonnes pratiques en termes de cybersécurité. Et là, Ludovic, je vais vous donner la main pour que vous puissiez nous donner, vous, votre vision sur ces bonnes pratiques et nous donner un peu le b.a.-ba des choses. Merci, merci Arnaud. Alors, en préambule, en fait, je souhaiterais indiquer quelque chose qui est très important. Parfois, on nous parle beaucoup de cybersécurité, d'accord? Mais en fait, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut déjà sécuriser le site de manière physique, d'accord? Là où se trouve le produit ou bien là où se trouve le château d'eau. Tout simplement parce que si jamais le site n'est pas sécurisé, on peut déjà avoir des actes malveillants, d'accord? Quelqu'un qui va ajouter par exemple des produits chimiques dans l'eau potable. Donc, ça paraît en fait être le b.a.-ba, mais c'est très important. Le second point pour moi qui est clé, c'est que de toute manière, la cybersécurité, comme effectivement on commence à être sur des réseaux qui sont de plus en plus connectés, ça va devenir inéluctable. Je vais prendre un exemple tout bête, mais vraiment idiot. On peut faire une analogie avec les portes de maison, d'accord? Il y a plusieurs centaines d'années, on n'avait pas de porte dans les maisons. La première chose qui a été faite, c'est de mettre une porte pour que les gens en fait ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur et ne puissent pas rentrer dans le bâtiment ou dans la maison. Ensuite, comme il y avait des gens qui continuaient, on a mis une serrure et après on a mis un cadenas et après on a mis une serrure 3 points. Donc on voit en fait qu'on a des multicouches. On peut avoir des couches multiples. Dans la cybersécurité, c'est la même chose. On va avoir des couches multiples pour ralentir un maximum l'accès aux informations ou aux produits, d'accord, ou au réseau, pour éviter qu'un pirate puisse entrer dans le système. Le premier point, c'est tout bête, c'est la gestion des utilisateurs. Autoriser qui a le droit de se connecter à un produit et quels sont les droits, en fait, et les actions que les gens puissent faire. Je vais prendre un exemple. On peut très bien avoir quelqu'un qui va uniquement consulter des informations, d'accord? Donc, il aura un accès de lecture uniquement. On peut aussi avoir un autre cas d'utilisation où des gens peuvent avoir besoin d'avoir accès en fait au bâtiment, mais uniquement pour faire des travaux, d'accord? Donc nullement lié au domaine de l'eau ou nullement lié à l'équipement qui est sur place. Mais si jamais on prend une antenne, d'accord, une antenne sur un château d'eau, ça arrive et parfois les techniciens de l'opérateur ont besoin d'y accéder. Et donc dans ces cas-là, on va adjoindre uniquement une gestion de badge, d'accord? Donc c'est tout bête, pas d'accès à l'équipement, juste une gestion des entrées et des sorties des personnes via des badges. Et ensuite, on va avoir des gens qui vont avoir la capacité de faire des configurations ou de modifier les consignes, d'accord? Tout d'abord. Ensuite, la gestion des utilisations. Et après, on aura le super utilisateur, d'accord? Donc, en fait, cette gestion des droits permet, d'éviter des erreurs, d'accord? Tout simplement parce que les gens sont en fait confinés, si je puis me permettre l'expression, dans ce qu'ils ont la capacité de faire et dans ce qu'on leur autorise à faire.
Donc ça, c'est le premier point, c'est d'éviter que tout le monde puisse accéder et faire différentes actions sur l'équipement. Le second point, ben, il est tout simple. Il est pour éviter que quelqu'un puisse en fait entrer dans un système. La première chose qu'on va faire, c'est de crypter les échanges et les transmissions de données. D'accord? Donc en fait, si jamais on crypte en fait ces informations-là, on ne va pas donner d'informations sur les échanges qui sont faits entre les différents équipements ou bien un équipement et un SCADA. Donc ça peut être fait de deux manières. Si jamais on est sur l'Internet public, on a besoin de mettre un serveur VPN, d'accord? Donc là, ça va crypter les échanges d'informations entre les différents équipements. Ou bien alors, on utilise un APN privé, d'accord, qui peut être fourni par un opérateur. Et donc, dans ces cas-là, on est dans ce qu'on appelle une bulle de confiance, d'accord? Donc ça, c'est vraiment le second point qui est la sécurisation du canal de transmission. Et le point suivant, en fait, il est très, très simple aussi, c'est si jamais quelqu'un arrive à avoir des droits utilisateurs, arrive à écouter ce qui se passe sur le canal de transmission, c'est comment est-ce qu'on va s'assurer, en fait, que l'on parle avec une personne de confiance, d'accord? Donc, comment est-ce que c'est fait? Donc, ce mécanisme, en fait, il est mis en place avec une gestion de certificats, d'accord? Donc, la gestion de certificats permet de s'assurer qu'on discute avec un tiers et que ce tiers est une personne de confiance et qu'on peut parler à cette personne. Si jamais une tierce personne vient, mais qu'elle n'est pas équipée des bons certificats, on ne parlera pas à cet équipement, d'accord? Donc, ça, c'est aussi très, très important, c'est qu'on s'assure que effectivement la personne à qui on parle est une personne de confiance. Voilà. Donc ça, c'est fait avec de la gestion de certificats et l'utilisation d'une PKI de type Microsoft ou bien de type Open Trust ou autre. D'accord? Et le dernier point qui est très très important pour nous côté cybersécurité, c'est en fait si jamais une personne arrive à pénétrer dans le réseau, il est possible en fait dans les équipements de mettre des traces qu'on appelle des traces syslog qui sont en général utilisées dans l'informatique opérationnelle et qui vont permettre de tracer tout ce qui se passe dans l'équipement. Si jamais par exemple quelqu'un va changer des données ou va essayer de faire on va dire des actions malveillantes, on pourra le tracer à travers ce serveur syslog qui permettra d'avoir un monitoring et en fait un suivi des différentes actions. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui est séparé par rapport au métier de l'eau. Ça sera des gens, par exemple, de l'informatique opérationnelle qui vont voir, on va dire, des actions ou des opérations qui sont plus fréquentes que d'habitude. On va pouvoir éveiller leurs soupçons quant au fait que quelqu'un a pu entrer dans le système ou pas. D'accord? Donc, ce que l'on voit, en fait, c'est un petit peu comme, on va dire, une pelure d'oignon. On rajoute des couches, d'accord? On rajoute des couches pour éviter que ce soit trop facile de pénétrer à l'intérieur d'un système. D'accord? Oui. Et donc, en termes de retour d'expérience, quels sont les pièges à éviter? Donc, en fait, de ce point de vue-là, ce qui est très, très important, donc on a fait plusieurs déploiements du côté de la Croix-Sofrel, justement côté cybersécurité avec certains de nos produits. Et les premières choses dont on se rend compte, c'est qu'il faut qu'il y ait une bonne interaction, en fait, entre le monde informatique, on va dire standard système d'information, et le monde informatique industriel. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, en général, dès qu'on va commencer à parler de cybersécurité, c'est plutôt les gens des systèmes d'information qui vont intervenir. D'accord? Et la problématique, c'est qu'on parle d'informatique dans les deux cas de figure, mais dans un cas de figure, on est plutôt orienté sur des gens qui vont être habitués à faire de la bureautique, du serveur web, du client web, gérer des PC de bureautique, d'accord? Et des gens qui vont être côté informatique opérationnelle où là, les temps de cycle sont plus longs. On ne va pas, par exemple, changer un serveur qui était, je ne sais pas, sous Windows XP ou serveur 2011 immédiatement dans le dernier serveur parce qu'on va avoir des impacts derrière opérationnels. Et donc, en fait, il faut être capable de rapprocher et d'avoir une collaboration entre ces deux, on va dire, entre ces deux mondes, entre le monde IT et ce qu'on appelle le monde OT. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu de manière extrêmement régulière, que ce soit chez les petits ou moyens exploitants ou chez des exploitants qui sont plus gros. Et donc, il y a besoin d'avoir cette appréhension
et cette discussion, ces échanges, pour que chacun se connaisse, chacun connaisse aussi le métier de l'autre, pour pouvoir appliquer les bonnes pratiques. D'accord? Ça, c'est du vivant pour vous chez Stéphane à Quimperlé Communauté. Vous avez effectivement vécu cette conversation entre deux mondes qui ne se connaissaient pas. Effectivement, puisque nous, au moment du transfert de compétences, donc au 1er janvier 2019, on a intégré donc l'agglomération de Quimperlé avec un service informatique. Donc, il représente 4-5 personnes qui géraient les serveurs mail, qui gèrent les PC de bureautique, qui gèrent des applications de finance, de gestion, de management, etc., mais qui n'avaient aucune idée de ce que représentait l'informatique terrain et opérationnel sur des réseaux d'eau, de production d'eau et d'épuration. Et il a fallu de nombreuses discussions. Alors l'avantage pour nous, c'est que on était soit de notre côté ou du côté des SI relativement à l'écoute des besoins de chacun et des impératifs de chacun, et on a pu converger vers une solution qui convienne à tout le monde. Mais cette discussion-là est impérative et elle est presque un prérequis à tout le reste. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la gestion d'utilisateurs qui est la base de la cybersécurité. La bonne compréhension par les DSI des impératifs de production, mais aussi la bonne compréhension des impératifs de cybersécurité et de protection par les opérationnels est primordiale. Il faut vraiment insister là-dessus. C'est sous cette réserve-là qu'on peut avancer et effectivement sécuriser au mieux nos réseaux, sachant qu'on n'arrivera jamais à une sécurité à 100%. Alors, comment concrètement ça peut se passer? C'est un peu un exercice vie ma vie de responsable de production d'eau potable et passe une journée avec moi pour voir un peu toutes les implications? Alors pour nous, ça s'est passé un petit peu différemment, puisqu'un des techniciens du DSI avait vu que notre PC de supervision principal, qui allait être renouvelé, était sur XP. Et est arrivé un jour en disant voilà, j'ai une clé qui va nous permettre de le migrer sous Windows 10. Ce qui a été bon, bien sûr on ne l'a pas fait, mais ça a provoqué donc une réunion puisque ce technicien ne comprenait pas pourquoi notre impératif de production passait avant l'impératif de cybersécurité. Et donc on a provoqué tout de suite une réunion avec donc les gens du DSI et les opérationnels pour discuter, simplement échanger, non pas sur des solutions immédiates, mais sur quels sont les impératifs de chacun. C'est vraiment ça qui a été primordial. Et on a pu, une fois que tout le monde avait bien compris les impératifs de chacun, et bien avancer ensemble. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Okay. Ludovic, vous, en tant qu'industriel, comment vous conseillez vos clients pour passer ces étapes? Alors, en fait, de ce point de vue-là, comme le disait Stéphane, il faut vraiment avoir des échanges. Et ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que ajouter de la cybersécurité, c'est quelque chose qui est inéluctable. D'accord? C'est qu'en fait, à terme, étant donné qu'on va avoir de plus en plus d'objets connectés, d'accord, qu'on est vraiment dans le monde IP, eh bien, de toute manière, il va falloir mettre de la cybersécurité. Alors, c'est une question de temps, d'accord? Tout le monde ne va pas à la même vitesse. Que ce soit un petit exploitant avec une petite commune, des agglomérations, d'accord, des métropoles qui sont un petit peu plus de taille moyenne et qui ont par contre l'avantage d'avoir un département informatique, mais d'avoir suffisamment de flexibilité, d'accord, ou bien aussi côté exploitants qui sont un petit peu plus importants. Mais ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est qu'en fait, ça change et ça va changer les modes de fonctionnement, d'accord. Donc, il faut mettre de nouveaux processus en place. Je vais donner un exemple tout bête. Tout à l'heure, on a parlé des différents certificats. Et en fait, pour qu'un équipement puisse discuter avec un autre équipement, d'accord, il va falloir qu'on fasse cette analyse de besoin un petit peu globale, d'accord, pour savoir et pour être capable de comprendre de quel type de PKI est-ce qu'on va avoir besoin, d'accord, quel est le nombre d'équipements dont on aura besoin, faire ce choix-là, parce que ce choix, en fait, il est dimensionnant.
Pourquoi il est dimensionnant? À partir du moment où vous allez commencer à mettre des équipements avec une certaine PKI, si jamais vous souhaitez plus tard modifier cette PKI-là et que vous avez par exemple 1000 équipements qui sont sur le terrain, eh bien manuellement, vous risquez d'être obligé d'aller le faire sur le terrain. Donc, il faut vraiment penser à ça au départ, bien choisir cette PKI-là pour qu'elle puisse grossir avec les besoins, d'accord, qui ont été identifiés. Est-ce que c'est une PKI uniquement pour un équipementier ou bien cette PKI, on souhaite qu'elle soit multi-équipementier, ou on souhaite avoir une PKI pour plusieurs équipementiers. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très, très important. Juste, on a aussi un nombre… Oui. Juste, Ludovic, pour les béotiens, les PKI, comment vous traduisez? C'est l'acronyme de quoi? Donc, c'est Public Key Infrastructure. C'est en fait quelque chose qui permet de la gestion de certificats. Et vous avez donc avec une PKI, ce qu'on appelle une clé publique, et chaque équipement aura en fait une clé privée. D'accord? Et la combinaison algorithmique de ces deux clés vont permettre de savoir si jamais la personne à qui on discute est une personne de confiance ou pas. D'accord? Donc ça, c'est très, très important. Donc, il y en a des multiples. Il y a la PKI Microsoft, il y a la PKI de type Open Trust, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment clé au niveau de l'infrastructure. Et surtout, bien comprendre sur quel type d'équipement on souhaite mettre cette PKI-là, d'accord? Et quels sont les besoins à terme que l'on souhaite, d'accord? Il y a aussi quelque chose pour moi qui est clé, c'est le changement de processus et au niveau de l'organisation, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, on va revenir sur l'exemple de l'équipement. On a un équipement aujourd'hui qui est en place et malheureusement, cet équipement va tomber en panne, d'accord? Mais cet équipement, en fait, on l'avait préparé et il était à l'intérieur d'un réseau pour pouvoir discuter avec d'autres équipements. Donc, il faut au préalable préparer des équipements plutôt de spare pour être capable, en fait, de le mettre sur le réseau et pour que immédiatement il puisse discuter avec les autres équipements. Alors, vous allez me dire, pourquoi? Parce que je vais pouvoir le faire, en fait, il n'y a pas de souci. Alors, vous pouvez le faire, c'est vrai, mais quand vous allez être dans des jours ouvrables, dès que vous allez devoir faire ça à 2-3 heures du matin, si jamais il faut discuter avec la personne qui gère les certificats, qui les génère pour pouvoir le mettre à l'intérieur du produit, eh ben, vous ne pouvez pas le faire à 2 ou 3 heures du matin. D'accord? Donc, il faut vraiment anticiper ces processus de fonctionnement. D'accord? Donc, ça, c'est clé. Et au niveau de l'organisation, c'est la même chose. C'est-à-dire que la PKI, on va l'avoir, mais si jamais on a énormément d'équipements en fait à mettre sur le réseau, eh bien, il va peut-être falloir penser à faire des choses de manière automatique. D'accord? Donc, tous ces aspects-là, c'était des choses qu'on gérait beaucoup moins auparavant. D'accord? On avait sans doute un peu moins besoin d'anticiper. Alors que maintenant, dans ce nouveau monde, au niveau de la cybersécurité, on est obligé de beaucoup plus anticiper et de mettre en place des nouveaux processus, que ce soit pour la génération des certificats pour l'installation, que ce soit aussi pour le remplacement des équipements. D'accord? Mais on peut encore même aller plus loin. D'accord? Par exemple, chez nous, lorsqu'on parle de la gestion des utilisateurs, eh bien, on est capable, dans cette gestion des utilisateurs, de s'interfacer avec ce qu'on appelle un Active Directory. D'accord? Donc, c'est très, très simple. C'est en fait, lorsque vous allez rentrer votre login et votre mot de passe sur votre PC, eh bien, aujourd'hui, votre PC, il va, en général, discuter avec un annuaire pour savoir si jamais Arnaud Eto, il existe. Et Arnaud Eto, est-ce qu'il a des droits? Et est-ce que ces droits, ils peuvent être appliqués à l'écriture et à la lecture au niveau du S4W, par exemple? D'accord? Eh bien, en fait, nous, on est capable de faire ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Tout simplement parce que ça vous donne, en fait, uniquement un seul point d'entrée pour gérer les utilisateurs. Donc, si jamais demain, la personne s'en va, vous la supprimez de l'annuaire global et donc elle n'aura plus du tout accès ni aux équipements de bureautique, mais ni non plus aux équipements dont elle pouvait faire la configuration auparavant. D'accord? Donc, ça évite d'avoir à plusieurs endroits, en fait, à gérer les utilisateurs. Parce que quand vous avez plusieurs endroits à gérer les utilisateurs, eh ben, en général, vous en oubliez un. Donc, quand la personne s'en va, son login et son mot de passe restent toujours quelque part. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment très embêtant. Donc, tous ces points-là sont vraiment clés au niveau des différentes expériences qu'on a eues, d'accord, et au niveau des déploiements. Mais on voit que ça change. Donc, ça, c'est très, très intéressant. J'irai même un petit peu plus loin en rebondissant sur l'Active Directory. On a eu de longues discussions, nous, entre les DSI et nous, sur l'opportunité de fusionner du coup les réseaux et les domaines de production, dits techniques, et les réseaux et VPN administratifs. Et on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait impérativement, en tout cas pour nous, séparer
ces deux réseaux, ne pas avoir de connexion entre les réseaux dits de terrain et d'exploitation et les réseaux bureautiques et avec la gestion d'utilisateurs de Quimper les communautés. Quimper les communautés, c'est plus de 200 agents, 200, 250 agents. Et nous, sur la production d'eau, nous sommes 4. Donc, il n'était pas opportun de mixer ces deux réseaux et de mixer cette gestion d'utilisateurs. Et je pense que c'est important d'insister sur le fait qu'il va falloir quand même conserver cette séparation, voilà, cette séparation au moins virtuelle par des VLAN des réseaux, y compris des serveurs Active Directory, d'en avoir normalement 2 et vraiment sur les 2 réseaux séparés pour se prémunir d'une contamination qui est plus facile sur des réseaux qui ont des serveurs mail, des accès Internet, que sur nos réseaux opérationnels qui sont physiquement séparés, sur lesquels on interdit toute navigation, tout accès mail, etc. La cybersécurité passe aussi, à mon sens, par là. Qu'est-ce que vous en pensez, Ludovic? Oui, je pense qu'effectivement, il est intéressant de conserver en fait une séparation entre les deux. Alors, on peut regarder en fait dans le passé, d'accord. Il s'est passé, c'était notamment dans mes souvenirs aux États-Unis, d'accord, une société qui faisait de la production en fait d'électricité, qui en fait avait été pénétrée par le côté utilisateur, d'accord. Et donc conserver en fait ces deux réseaux séparés, ça permet d'avoir chacun son indépendance, de pas être obligé d'avancer à la même vitesse. On parlait tout à l'heure du fait qu'il fallait que l'OT et l'IT en fait échangent, et tout simplement parce que les cycles de vie sont différents. Si jamais on parle d'un certificat, d'accord, au niveau des équipements, eh bien dans le monde, on va dire un petit peu serveur web, un petit peu IT, on est plutôt sur du 6 à 12 mois, d'accord, en temps de vie. Et sur les réseaux OT, on est plutôt entre 3 et 5 ans. Donc on voit bien que ça va pas à la même vitesse. Pourquoi ça va pas à la même vitesse? Parce que on peut prendre un exemple vraiment tout simple. Aujourd'hui, si jamais la connexion Internet ne fonctionne pas, d'accord, côté IT, c'est pas très grave et les gens vont plus facilement l'accepter, d'accord. Ma connexion Internet, elle fonctionne pas pendant 1 heure ou 2, c'est pas grave. Par contre, j'ai plus d'eau potable. Là, je pense que on va dire les usagers vont appeler, d'accord, pour dire comment ça se fait, je n'ai plus d'eau en fait à mon robinet. Donc il y a cette acceptation, d'accord, qui est différente par rapport aux besoins. On tire quelque chose, mais. Ok. Écoutez, merci de vos interventions respectives. Est-ce que dans les personnes qui nous suivent, des questions ont émergé? On va prendre 5 minutes, même si on a passé un peu le délai imparti, on a commencé un peu plus tard à cause de nos petits problèmes techniques. Est-ce que des personnes ont des questions à poser à Quimper les communautés ou à La Croix-Sauterelle? Alors, merci à tous les trois, tous les quatre. Je voulais juste rappeler, Arnaud, sur Vimeo aussi, hein, vous pouvez poser vos questions pour tous ceux qui nous suivent sur Vimeo. Donc, Hussein est là pour relayer votre question sur Zoom, donc n'hésitez pas à le faire. Sur Vimeo, c'est plus simple, je crois que c'est à droite de votre écran. Et sur Zoom, donc c'est en bas de l'écran, module Q et R. Vous cliquez dessus, vous posez votre question et on la relaiera. Alors, quel logiciel de supervision utilisez-vous pour l'exploitation des données? C'est une question de Julien Porcelot. Merci Julien de votre question. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, nous expliquer ce que vous utilisez comme outil? Ouais. Alors, aujourd'hui, l'outil de supervision qu'on utilise n'est pas vraiment le plus important. Aujourd'hui, les outils de supervision sont assez comparables les uns avec les autres en termes d'exploitation, je parle. Ce qui est important, c'est surtout quel support de communication et d'archivage on utilise pour l'exploitation de la donnée. Aujourd'hui, nous, on est sur des communications donc IP, la plupart du temps en mode bus TCP, puisqu'on a nos équipements sont
comment dire, compatibles avec ceci. Et on est sur une communication au PC, sur notre PC de supervision. Après, vous pouvez mettre à peu près n'importe quel outil de supervision, que ce soit du Topkapi, du PC Win ou du PC Vue, passer au souhait de chacun. D'accord. Oui, il n'y a pas de préconisation particulière sur la façon de visualiser ces informations. Non, c'est surtout une affaire d'habitude dans certaines collectivités, d'habitude de développement, mais après pour l'utilisation, il n'y a pas de D'accord. Là, j'ai une question de Nicolas Deveau qui pose la question: au vu du contexte Covid, l'opérateur historique, donc France Télécom, Orange aujourd'hui, est-il sur le même timing quant à la fin des communications analogiques, GSMA, data, liaison louée et RTC? Peut-être c'est Christophe ou Ludovic qui peuvent répondre sur cette question. Oui, alors enfin pour moi, ça n'a pas changé, hein. Ces annonces ont été faites en fait. Donc dans mes souvenirs, GSM Data c'était fin 20 ou fin 21. Et le RTC, en fait, c'est par plaque. D'accord. Donc là, il faut vraiment faire attention au niveau de la région. Donc il y a normalement chez Orange en fait un planning, d'accord. Et dans ce planning, en fait, on voit à partir de quel moment et quelle plaque va être arrêtée côté RTC. D'accord. Et du coup, Oui. pardon, je voulais rajouter parce que je vois qu'il y a une autre question aussi qui est derrière sur les réseaux IoT. Oui, Du coup, je peux enchaîner moi sur les deux questions. Je vais pas préciser au départ, mais moi je suis plutôt data logger et Ludovic est plutôt post locaux. Donc sur la partie data logger, comme je disais, on est très tributaire des évolutions de réseau. On a parlé de la 2G, on a parlé de la 3G, on parle de la 4G. Et dans la 4G, il y a plusieurs décompositions de la 4G. Il y a la 4G voix et data qu'on utilise pour notre téléphone, et il y a la 4G machine to machine avec le LTEM et le NB-IoT qui commencent à prendre forme, hein. Je pense qu'on peut utiliser ce mot-là. Il y a les annonces qui sont faites, alors plus ou moins faites, je dirais, sur des arrêts de 2 et 3G et pour une évolution vers la 4 et voire la 5. On vient d'entendre les appels d'offres avec l'attribution des bandes de fréquences pour la 5G. Ce qui est, en tout cas, ce qui se dessine pour la France, c'est l'arrêt d'abord de la 3G. On va conserver la 2G telle qu'elle est actuellement pour les réseaux mobiles, heureusement, parce que c'est la plus exploitée pour tout ce qui est objets connectés. Et l'évolution vers la 4G qui est déjà en cours avec le déploiement, je cite ça comme ça, mais principalement Orange sur le LTEM et puis SFR sur le NB-IoT est en train de se faire en France. Donc on a déjà quelques objets, nous, au catalogue qui se connectent sur ces réseaux-là, et ce seront ces réseaux-là qui vont être poussés aussi bien en France qu'à l'international, parce que ces réseaux machine to machine, LTEM et NB-IoT, sont 5G ready. Donc c'est pas la peine de courir jusqu'à la 5G pour dire faut développer quelque chose. Déjà, on peut exploiter ces réseaux IoT avec la gamme existante. Voilà. Donc, ouais, moi, je souhaiterais ajouter un point aussi un petit peu lorsqu'on parle effectivement d'IoT, ou on va dire de nouvelles technologies télécom. Il faut faire aussi attention à la couverture, d'accord? Parce qu'effectivement, lorsqu'on commence à introduire de nouvelles technos, eh ben, la couverture, elle se fait au fur et à mesure, d'accord? Donc aujourd'hui, si jamais on regarde quelle est la meilleure des couvertures qui puisse exister, ben, c'est 2G, 3G, 4G aussi, d'accord? Et puis sur les autres réseaux, bah, il faut du temps. Donc en général, ça commence par les villes, mais il faut du temps pour que la couverture sur le territoire soit complète. Donc ça, c'est un point qui est très très important pour nous, c'est que il faut sortir les produits au bon moment avec est-ce que les modems sont existants et est-ce que la couverture dans les pays est suffisante pour pouvoir répondre aux différents besoins. D'accord? Donc ça, c'est vraiment clé pour nous. Et donc on est obligé d'avoir typiquement, dans un de nos produits, dans un de nos RTU postes locaux qui est le S4W, on a un modem qui fait de la 2G, de la 3G et de la 4G.
D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il va être capable de répondre aux différentes évolutions technologiques. Et comme le disait Christophe, même si jamais la 3G s'arrête en premier lieu, eh bien, on pourra toujours faire de la 2G ou de la 4G. D'accord? Et après, le dernier point, côté IoT et côté technologie, il faut aussi comprendre que ces technos ont des avantages et des inconvénients. Donc, selon le besoin, selon les applications, on va être plus enclin à utiliser une technologie qu'une autre. D'accord? Si jamais on regarde, par exemple, des produits simples et basiques, ils vont avoir besoin d'une petite bande passante, alors que lorsqu'on utilisera des produits plutôt de type postes locaux, qui vont concentrer de l'information, on aura besoin de débits un petit peu plus importants. Donc, on n'utilisera pas toujours la même technologie selon le besoin et l'application. On a beaucoup de questions à ce sujet au niveau des réseaux LoRa ou Sigfox, qui sont d'autres réseaux aussi utilisés dans les objets connectés. Pardon, je n'ai pas saisi la question. Ah oui, alors LoRa et Sigfox sont effectivement deux réseaux qu'on peut potentiellement utiliser. Et comme disait Ludovic, c'est la même philosophie pour les data loggers, on va dire pour les produits autonomes, donc pour les objets connectés non câblés, on va le prendre comme ça. On peut utiliser des LoRa et des Sigfox. Encore une fois, ça dépend ce que l'on souhaite en faire. Par rapport à de l'IP type 2, 3 et 4G, on n'a pas les mêmes finalités. Un LoRa peut se transformer en réseau IP, mais il faut une gateway. Donc, c'est tout à fait aussi possible de réaliser ce genre de choses. On va dire que c'est une combinaison de différents modes en fonction de la finalité. On n'exclut pas l'un ou l'autre, mais chacun va avoir ses avantages et aussi potentiellement ses inconvénients. Même les réseaux 2 et 3 et 4 peuvent avoir leurs propres inconvénients par rapport à un réseau type LoRa. Donc c'est difficile, j'ai pas un choix, je peux donner des caractéristiques des plus et des moins, mais je dirais que c'est l'utilisateur qui va faire son choix de réseau ou de combinaison de réseau. Mais on ne peut pas décider à la place d'un utilisateur quel type de réseau sera le plus adapté pour lui. D'accord. Deux dernières questions. À Quimperlé, vous avez parlé de serveur Active Directory. Stéphane, quelle est la place et l'apport de cette technologie dans vos infrastructures et comment s'interface-t-elle avec le SCADA et les équipements de télégestion déployés sur le réseau? Une question de Pierre-Henri Bouet. Alors aujourd'hui, les serveurs Active Directory, la gestion d'utilisateurs n'est pas déployée sur la partie production d'eau et télégestion. C'est des réflexions qui aujourd'hui sont en cours. Et il faut savoir qu'au niveau cybersécurité et télégestion et infrastructures de télégestion, c'est des infrastructures qui auparavant étaient mises en place et pour 5, 10 ou 15 ans. Et puis au bout de 5, 10 ou 15 ans, on changeait complètement l'infrastructure parce que des nouveaux réseaux, parce que des nouvelles technologies, etc. Aujourd'hui, on est sur des réseaux et des infrastructures qui sont vivantes. On doit faire évoluer en permanence. Donc l'Active Directory aujourd'hui sur Quimperlé, c'est des réflexions qui sont en cours. On en parle, justement on essaye de voir un petit peu ce que ça pourrait nous apporter, quels sont les plus, les moins, mais pour l'instant on n'est pas encore arrivé au bout de nos réflexions avec les DSI. Ok. Et une dernière question pour Ludovic de Patrice Rilly. Est-ce que l'on s'oriente vers une certification de la qualité par une tierce personne de la protection cyber des réseaux d'eau? Ah, vous avez coupé votre micro, Ludovic, si vous pouvez… C'est mieux avec. Oui, voilà, c'est mieux. Ouais, effectivement. Alors, pour moi, à ma connaissance, d'accord, il n'y a pas d'obligation, d'accord. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a quelque chose qui existe en France, qui est la loi de programmation militaire, et qui définit des organismes d'importance vitale, d'accord. Et je pense que ce sera plutôt par ce biais-là, d'accord. Et donc, en général, ils vont définir en fait les différents organismes qui sont d'importance vitale. Donc, il y a notamment les réseaux d'eau, mais il y a aussi en fait les hôpitaux, les secteurs télécoms, et là on va adjoindre en fait
une couche de cybersécurité qu'il faut ajouter sur le secteur. Et en général, je pense que ça sera sans doute lié au nombre d'habitants qui sont desservis par les applications. Oui, d'accord. OK. Et enfin, Morgane Hervé, vous posez la question sur la mutualisation des infrastructures. Je vous invite tout de suite à participer à la prochain débat atelier sur l'interopérabilité. Et je pense qu'on va répondre à votre question lors de ce débat-là. Merci Stéphane, merci Ludovic, merci Christophe pour votre participation. Vous avez été très pédagogue et je vous remercie pour cela. Je recommande à tout le monde d'utiliser le groupe Co pour continuer les débats et poser vos questions pour que nous puissions y répondre.